C'est une urgence chez nous. Ne te demande pas où, quand ou comment l'insérer. Messieurs, nous avons eu une autre tentative d'assassinat. Une autre a été découverte. Je ne donnerai pas encore de nom ni de détails, je les garde encore quelques minutes. Je dirai seulement une chose. Ce qui a été découvert, ce qui a été révélé, c'est plus grave qu'il n'y paraît à première vue. Il y aura des détails, et vous comprendrez pourquoi j'ai commencé ainsi. Mais pour l'instant, prenons un peu de recul et regardons l'ensemble du tableau. Des présidents américains ont été victimes d'attentats. Eh bien, 4 ont été tués. Il s'agit de Lincoln, Garfield, McKinley et Kennedy. 4 présidents ont vu leur mandat interrompu par des balles. Et combien y en a-t-il eu qu'on a essayé de tuer, sans succès, Andrew Jackson le premier déjà en 1835. Theodore Roosevelt d'ailleurs a reçu une balle en Géorgie, il a quand même terminé son discours. Franklin Roosevelt, on a tiré sur lui avant même son investiture. Truman, des hommes armés se sont dirigés vers sa résidence. Et Ford, 2 fois en un mois. Eh bien, excusez-moi, Ronald Reagan. Bien sûr, Ronald a été grièvement blessé en 80. Stop. Après Franklin Roosevelt. Truman, on s'est approché de sa résidence avec des armes à la main. Gerald Ford, 2 fois en un mois. Et Ronald Ronnie Reagan, grièvement blessé en 81. Selon différentes estimations, presque un président américain sur 3 s'est retrouvé, d'une manière ou d'une autre, dans la ligne de mire. Et maintenant, une question pour vous. À votre avis, combien de fois a-t-on déjà tenté d'assassiner Donald Trump ? Pas dans toute l'histoire, mais disons au cours des 2 dernières années. Comptons ensemble. La première fois, c'était en juillet 2024. Butler, Pennsylvanie, meeting. Un jeune homme nommé Crooks ouvre le feu depuis un toit. On ne sait pas comment il a pu passer. Une balle effleure l'oreille de Trump. Il était à 1 centimètre de la mort, non ? Une personne de la foule a été tuée en protégeant sa famille. Le tireur est neutralisé. Et attention, son mobile n'a toujours pas été officiellement expliqué, il reste inconnu et non établi. Deuxièmement, septembre de la même année, Floride, club de golf. Un homme nommé Root passe des heures allongé dans les buissons avec un fusil près du terrain où Trump joue au golf. La sécurité tire en le voyant. Il fuit mais il l'attrape. Donc cela veut dire que celui-là ne cachait pas ses opinions. Il déteste Trump. Rien à cacher, tout était écrit dans chacune de ses publications sur les réseaux sociaux. Ça se voyait clairement. Troisièmement, avril 2026. Déjà voilà, à Washington, Hôtel Hilton, dîner de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche. Ce fameux dîner annuel des journalistes auquel Donald Trump a assisté pour la première fois de tous ses mandats. Il est venu, comme on dit. Eh bien, voilà une surprise inattendue. Cole Thomas Allen, 31 ans de Californie, enseignant, ingénieur. Issu d'une bonne famille, un homme apparemment talentueux, non ? Armé, il a réussi à passer outre la sécurité. Trump est évacué de la scène en quelques secondes et ne revient devant le public que 2 heures plus tard. Donc, il est encore en smoking pour raconter ce qui s'est passé. Et le plus important, quelques minutes avant l'attaque, Allen envoie un message à sa famille. Il considère qu'il est de son devoir de régler ses comptes avec les membres de l'administration Trump. Régler ses comptes. Ensuite, on trouve son manifeste. Ici, contrairement à Butler, le motif est visible à l'œil nu. Quatrième. En mai de la même année, juste devant la Maison-Blanche, Nazir Best, 21 ans, s'approche d'un poste de contrôle du secret service, sort une arme de son sac et ouvre le feu. Il est arrêté sur place. Un passant est blessé. Le motif, et là je suis honnête. À ce moment-là, ils étaient encore en train de l'établir. Ne lui attribuez pas ce que personne n'a encore prouvé. Je ne sais pas ce qu'il veut. Il me semble qu'il est fou. Mais c'est un fou que quelqu'un a poussé à un tel état qu'il a pris une arme et s'est dirigé vers la Maison-Blanche. Et c'est déjà la 5e fois aujourd'hui. C'est donc celui par lequel j'ai commencé. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant ? Je vais donc distinguer faits et suppositions, parce que c'est notre règle principale à nous deux. Le FBI a déclaré avoir déjoué un plan d'attaque contre un grand événement public près de la Maison-Blanche. Selon l'enquête, c'était des drones chargés d'explosifs. Des drones chargés d'explosifs. Des tireurs d'élite. Pas un seul, beaucoup, plus, oui.
Le but est de provoquer la panique, faire sortir les gens sous le feu, et frapper une deuxième fois en les prenant à revers. Après, je n'imagine pas trop la suite, mais faire sortir les gens sous le feu, déjà, disons que ça fait peur, n'est-ce pas ? 5 personnes ont été arrêtées. Nous avons leurs noms et les États d'où ils viennent. Iowa, Missouri, Nebraska. 2 viennent de Californie. Des accusations ont été portées contre eux. Ils sont tous en détention. Et maintenant, une supposition. Honnêtement, je veux dire, je vais le dire, ce n'est qu'une supposition. Qui sont vraiment ces gens ? Qu'est-ce qui les motivait ? Sont-ils liés à quelqu'un d'autre là-bas ? Nous ne savons pas. Ne croyez pas ceux qui, aujourd'hui, se disent déjà sûrs, qui disent « Oh oui, nous savons ». Il n'y a rien d'officiel là-bas. Mais il y a quelque chose qui saute aux yeux dans toutes ces histoires à la fois, le même schéma. Presque à chaque fois, le tireur est une personne poussée à bout, obsédée par une seule idée. Que Trump est un monstre. Fasciste. Qu'il détruit le pays et qu'on ne peut donc pas attendre. Il faut l'éliminer. La meilleure chose pour le peuple. Et l'homme s'enflamme pour ça et avance. D'où cela vient-il ? Je n'affirme pas que quelqu'un reçoit un ordre direct. Peut-être que oui, peut-être que non. Nous en reparlerons plus tard. Je parle d'autre chose. Quand jour après jour, de partout, on répète à une personne « celui-là c'est Hitler », celui-là c'est la fin de la démocratie, celui-là est responsable de tout ce qui va mal dans ta vie, tout va mal pour toi. La plupart se mettent en colère puis poursuivent leur vie. Mais il y en aura toujours 1, 2, 3, 28. Pas les plus stables, pas les plus heureux, et ils prendront ça au pied de la lettre. À l'intérieur, ils font un calcul simple et effrayant. Tout ce qu'il y a de terrible dans ma vie vient de cette seule personne. Si je l'élimine, je libérerai tout le monde. Je deviendrai un héros qui a sauvé son peuple, pour qui l'on composera des chansons, à qui on érigera un monument. Les démocrates répètent en leur slogan sur ce sujet « Je ne sais pas ». Soit ils n'y pensent pas, soit ils y pensent « Je ne sais pas ». Et c'est dommage, comme on dit. Les mots lancés à la foule atteignent aussi celui qui les entendra comme un ordre d'agir. Et maintenant, c'est dirigé contre Trump, mais demain, cela pourra facilement se retourner contre eux. Et c'est ce qui change précisément aujourd'hui. Avant, il n'y en avait qu'un seul. Un homme seul sur le toit, un autre dans les buissons. Et là, ils sont 5, au moins 5, peut-être plus. Plusieurs personnes se sont réunies, ont discuté et planifié en répartissant les rôles. Messieurs, ce n'est plus un individu isolé qui a perdu le contrôle, c'est un groupe motivé. Ici, une question se pose sans réponse de ma part. Je ne vais pas faire semblant d'en avoir une. Étaient-ils seuls ou guidés par quelqu'un ? Les encourager, les diriger, qui cela pourrait-il être ? Des acteurs extérieurs, l'Iran, la Chine, la Russie ? Ou peut-être quelqu'un de chez nous ? Qui ont donc élevé des radicaux avec cette même rhétorique ? Je ne sais pas. Et je ne vous conseille pas de choisir une réponse avec certitude. Mais la question doit être posée, et elle doit absolument faire l'objet d'une enquête. Je vais dire une chose franchement. Cela signifie que le parti qui se dit aujourd'hui démocratique en est arrivé à un état où, même sans le vouloir, il prépare le terrain sur lequel tout cela germe. Quand la politique devient une guerre sacrée du bien contre le mal, l'adversaire n'est plus un adversaire, mais le mal incarné. Ne vous étonnez pas si quelqu'un décide d'exterminer ce mal. Permettez-moi une réflexion qui déplaira à certains. Pourquoi pousser le pays jusqu'au bord du gouffre, jusqu'à cette limite au-delà de laquelle, je ne sais pas, il y a ce que nous n'osons pas nommer d'un seul mot. Peut-être parce qu'il n'y a plus d'autres moyens, ou que ce parti ne peut honnêtement plus gagner les élections. Et une bête acculée, en plus blessée, est prête à tout. Ils ont depuis longtemps cessé de se souvenir de la Constitution. Non, bien sûr, ils n'en parlent pas, oui. Ils ne font que parler, mais agissent autrement. Eux, ils restent ensemble depuis longtemps, non pas par une idée, mais par la gamelle. C'est pourquoi ils accueillent avec haine quiconque menace leur gamelle. Ce n'est pas ainsi qu'un parti tient, mais une bande. Où tout cela mène-t-il ? J'ai peur que cela ne mène à plus de tension, et non à moins. Les élections approchent, et les élections échauffent toujours l'atmosphère. Donc il y a une chose simple et pratique que je dois dire à voix haute.
Le président et le vice-président ne doivent de plus être ensemble au même endroit. Il ne faut pas que plusieurs hauts responsables soient en public avec Trump en même temps. Parce qu'une seule attaque réussie pourrait décapiter toute la chaîne de commandement de l'État. Hier encore, cela aurait semblé être de la paranoïa, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est une précaution élémentaire et nécessaire. Et maintenant, venons-en à la raison pour laquelle j'ai lancé cette conversation. Parce que je ne vais pas m'arrêter à la peur. Oui, nos ennemis intérieurs, et ce sont bien des ennemis, ont essayé d'amener le pays au bord du gouffre. Mais ce pays s'est déjà retrouvé au bord du gouffre plus d'une fois. Il a connu une véritable guerre civile, il y a eu une haine qu'il nous est difficile d'imaginer aujourd'hui. Il y a eu des milliers et des milliers de morts, des frères tuant leurs propres frères. Et alors, le pays s'en est remis à renoncer à cela et à recommencer à vivre normalement. Parce qu'au fond, c'est exactement ce que veut un Américain ordinaire et normal. Ni sang, ni barricade, ni que son voisin devienne son ennemi parce que quelqu'un vote différemment de lui. Il veut simplement qu'on le laisse tranquille. C'est la première pensée de toute personne qui est venue en Amérique et qui y vit. Je ne sais pas, il y a peut-être déjà beaucoup de gens qui pensent autrement. Mais ceux qui sont arrivés les premiers et qui ont pétri l'argile de cette terre en ont fait un pays. Ils disaient « Ne me touche pas, je ne te toucherai pas ». Ou inversement « Je ne te toucherai pas, ne me touche pas non plus ». Ils veulent profiter de la vie, travailler, voir les fruits de leurs efforts, élever leurs enfants, s'exprimer librement et décider pour eux-mêmes sans qu'on leur retire leur vie, leur famille ou leurs biens. Et le droit d'élever ses enfants comme il veut les élever. Voilà, c'est cette force-là qu'aucune flèche, aucun parti devenu fou, aussi fou soit-il, ne peut vaincre. Il y a trop d'autres gens. C'est ça le cœur, la base de l'Amérique. Et ils sont trop normaux pour se laisser entraîner dans la folie des autres. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, il est possible que nous ne mettions pas fin aux tentatives d'assassinat contre nos dirigeants. Mais il est important pour nous de ne pas arrêter nos tentatives, de protéger notre vie normale, et de vivre cette vie normale, et de vivre selon les valeurs auxquelles nous voulons adhérer. Point. C'est tout. Au revoir.